Je m'appelle Owen. J'ai 34 ans. Et le moment où mon frère a enfoncé le visage de ma fille de 10 ans dans son gâteau d'anniversaire a été le moment où j'ai perdu toute ma famille. Mais avant de vous raconter la conséquence cataclysmique qu'aucun d'eux n'avait vu venir, j'aimerais que vous me disiez d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons à ce jour-là. Le jour où ma vie s'est brisée en morceaux, au sens propre comme au figuré. C'était le 10e anniversaire de Mia. Pour un père célibataire, atteindre les 2 chiffres est une étape très importante. Depuis le décès de ma femme il y a 3 ans, Mia est tout mon univers. C'est la raison pour laquelle je me traîne hors du lit à 5 heures du matin chaque jour. C'est la raison pour laquelle je travaille 60 heures par semaine sur un chantier de construction poussiéreux, à transporter des cloisons sèches et à mélanger du ciment juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Mia a une âme faite d'art et de magie, tout comme sa mère. Elle est obsédée par les contes de fées, ces histoires où les gentils gagnent toujours et où les méchants ont ce qu'ils méritent. Alors, pour son grand 1-0, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. Je ne pouvais pas me permettre ces gâteaux personnalisés sophistiqués d'une pâtisserie de luxe, mais j'ai des mains stables et une formation en architecture que je n'ai jamais pu utiliser professionnellement. Je suis resté debout pendant 3 nuits d'affilée. J'ai préparé un gâteau éponge à la gousse de vanille à partir de rien et j'ai fouetté une crème au beurre à la fraise qui sentait l'été. Mais la décoration, c'est là que j'y ai mis tout mon cœur. J'ai sculpté à la main de minuscules champignons en meringue. J'ai filé du sucre pour en faire des fenêtres semblables à du verre. J'ai construit une véritable maison de fées en chocolat blanc au centre du gâteau. Quand j'ai fini, ce n'était pas seulement un dessert. C'était une promesse. C'était moi lui disant, je sais que maman n'est pas là, mais je construirai de la magie pour toi de mes propres mains. La fête avait lieu chez mes parents. Ma mère, Suzanne, avait accepté à contre-cœur de nous laisser utiliser le jardin. Elle se plaignait toujours que mon appartement était trop à l'étroit et sentait la pauvreté, bien qu'elle ne le dise jamais aussi directement. Elle voulait juste contrôler les apparences. Mia portait cette robe bleu pâle, ressemblant à un petit ange. Elle n'arrêtait pas de tourner autour de la table du gâteau, les yeux écarquillés. « Papa, c'est la plus belle chose au monde. Je ne veux même pas le manger. » J'ai lissé ses cheveux en arrière. « Les gâteaux sont faits pour être mangés, ma chérie. Mais nous devons attendre oncle Julien et papy. » Et c'est là que les ennuis ont commencé. Julien, mon frère aîné, le fils préféré, est arrivé avec 2 heures de retard. Il a 38 ans, conduit une voiture de sport dont mon père paie le leasing et porte des costumes italiens qu'il n'a pas mérités. Julien a toujours été le protagoniste du film de notre famille, tandis que je n'étais que le figurant en arrière-plan. Il a mis en faillite 2 start-up, pourtant mes parents le traitent comme s'il était Elon Musk, finançant son style de vie avec leur épargne retraite. Quand Julien est enfin entré d'un pas arrogant dans le jardin, l'odeur de son parfum cher ne pouvait cacher la puanteur du whisky rassis. Il titubait, un verre de scotch déjà à la main. « Désolé, désolé », a-t-il ri, sa voix trop forte pour le rassemblement tranquille. Les gens occupés ne peuvent pas être liés à une horloge, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, ma petite. Il n'a même pas utilisé son nom. Mon père, Robert, était assis en bout de table sur la terrasse. Il a agité la main avec dédain. Ce n'est pas grave, mon fils. Tu es là maintenant. Assieds-toi, Julien. Tu travailles trop dur. J'ai serré le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Travailler? Julien n'avait pas travaillé un seul vrai jour de sa vie. Mais je suis resté silencieux. Pour Mia. D'accord, ai-je dit, forçant un sourire. C'est l'heure des bougies. Fais un vœu, Mia. Mia a fermé les yeux. Ses petites mains jointes contre sa poitrine. La lueur des bougies dansait sur son visage innocent. Je savais exactement ce qu'elle souhaitait. Elle souhaitait que sa mère puisse voir ça. Juste au moment où Mia prenait une grande inspiration pour souffler les bougies, Julien s'est levé. Il se balançait dangereusement, dominant la table. Il a fixé la maison de fées que j'avais passé des heures à construire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a baragouiné Julien, pointant un doigt tremblant vers la maison en chocolat. « C'est toi qui as fait ça, Owen ? Mon Dieu, ça a l'air tellement pour les filles. Les vrais hommes construisent de vraies maisons. Ils ne jouent pas avec des bonbons. » Julien, tais-toi, ai-je dit, la voix basse. Laisse-la souffler ses bougies.
Oh, détends-toi. Je plaisante, c'est tout, a ricané Julien. Il a regardé Mia, puis le gâteau. Une pensée cruelle et intrusive a semblé traverser son esprit, et ses yeux se sont voilés de méchanceté. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Julien a balancé sa main. Tiens, prends une bouchée, princesse. Il a attrapé la nuque de Mia et a violemment enfoncé son visage dans le gâteau. Crac. Ce son, il hante encore mes cauchemars. Ce n'était pas un son doux. Le chocolat structurel s'est brisé. Le sucre en verre a éclaté. Le visage de Mia a heurté le gâteau éponge dense avec un bruit sourd et écœurant. Elle a crié. Ce n'était pas un rire. C'était un hurlement de pure terreur et de douleur. Mia s'est débattue en arrière, relevant la tête. Son beau visage était couvert de crème écrasée et de miettes. Mais pire encore, il y avait du sang. Un éclat du sucre en verdure lui avait égratigné la joue, et de la crème au beurre était entrée dans ses yeux. Elle toussait, s'étouffant avec le gâteau, criant « Papa, mes yeux, ça brûle !» Julien a rejeté la tête en arrière et a ri. Un rire fort et cuivré, semblable à celui d'un âne. Regardez-la. On dirait un clown. Joyeux anniversaire. J'ai vu rouge. À cette seconde, je n'étais plus le jeune frère soumis. J'étais un père. Je me suis jeté à travers la table. J'ai poussé Julien violemment à la poitrine. Tu es fou ou quoi? Julien, ivre et déséquilibré, a trébuché sur une chaise de jardin et est tombé sur l'herbe. Son verre de scotch a volé. Immédiatement, ma mère a crié. Julien! Oh mon Dieu, ça va? Elle a couru, elle a littéralement couru, passant devant sa petite fille en pleurs et en sang pour aider l'homme de 38 ans à se relever de l'herbe. Elle a commencé à épousseter son costume. Personne, pas même ma grand-mère, n'a regardé Mia. J'étais à genoux, utilisant frénétiquement des serviettes pour essuyer le glaçage des yeux de Mia, mon cœur se brisant alors qu'elle sanglotait contre mon épaule. Papa. Je me suis tourné pour regarder mon père, Robert. J'avais besoin qu'il intervienne. J'avais besoin qu'il soit le patriarche, qu'il rende justice. Robert s'est levé lentement. Il a regardé Julien, qui gémissait faussement par terre. Il a regardé le gâteau en ruine, le symbole de mon amour, détruit sur la table. Et puis il m'a regardé. Ses yeux étaient froids, morts. Il a retiré sa lourde chevalière en or, la bague de famille dont il était si fier, et l'a claquée sur la table en verre de la terrasse. Bang! Le jardin est devenu mortellement silencieux. Le seul son était les gémissements de Mia. Mon père a pointé un doigt tremblant vers moi. J'ai pensé qu'enfin, il allait nous défendre. Tu oses, a-t-il rugi. Tu oses lever la main sur ton frère pour un stupide morceau de gâteau? Je me suis figé. Mon cerveau ne pouvait pas comprendre les mots. Papa. Il lui a enfoncé le visage dedans. Elle saigne. Il y avait du sucre en verre. Elle est blessée. C'était une blague, a hurlé mon père, son visage devenant violet. C'était une blague d'homme. Tu as toujours été comme ça, Owen. Trop sensible, trop mou. Julien est l'aîné. Il l'endurcissait. Et tu réponds par la violence contre ta propre chair et ton propre sang. Ma mère est intervenue, sa voix stridente. Exactement, Owen. Regarde le costume de Julien. Il est taché d'herbe. Ce gâteau n'était rien. Tu n'as qu'à en faire un autre. Arrête de faire une scène et de gâcher la fête. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ces gens, c'étaient des étrangers. Ils ne se souciaient pas de Mia. Ils ne s'en étaient jamais souciés. Vous appelez ça une blague? Ai-je demandé, ma voix tremblant d'une rage que j'avais réprimée pendant 3 décennies. Mia a 10 ans. Elle est terrifiée. Et vous vous inquiétez pour son pressing. Si tu ne sais pas comment te comporter dans cette famille, a déclaré mon père, sa voix tombant à un registre terrifiant de calme. Alors sors. Je n'ai pas de fils qui soit mesquin, jaloux et irrespectueux. Sors par ce portail et ne reviens pas avant d'être prêt à te mettre à genoux et à t'excuser auprès de ton frère. J'ai baissé les yeux vers Mia. Elle s'agrippait à ma chemise si fort que ses jointures étaient blanches. Un œil était fermé et enflé à cause de l'irritation du sucre. Allons-y, papa, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, je veux rentrer à la maison.
J'ai pris Mia dans mes bras. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'ai pas regardé mes parents. Je n'ai pas regardé le sourire narquois qui revenait sur le visage de Julien alors qu'il époussetait son pantalon. Je suis sorti directement par le portail dans l'après-midi gris et bruineux. J'ai perdu ma famille ce jour-là. Mais je vous le promets, ce n'était pas la fin. C'était juste l'histoire de l'origine de ma vengeance. Le trajet pour s'éloigner du quartier riche de mes parents était un flou de pluie et de larmes. Mon vieux pick-up tremblait lorsque nous heurtions les nids de poules. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue contre la tempête. Mia était assise sur le siège passager, recroquevillée en une boule serrée. J'avais utilisé une bouteille d'eau pour nettoyer le reste de la crème collante de son visage, mais l'odeur de fraises et de vanille, une odeur qui aurait dû être joyeuse, emplissait maintenant la cabine de la puanteur de l'humiliation. Papa. La voix de Mia était petite, à peine audible par-dessus le moteur. C'est de ma faute? J'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'oncle Julien a fait ça? Cette question a été comme un coup de poing physique à l'estomac. Elle m'a coupé le souffle. Non, Mia, ai-je dit, agrippant le volant si fort que le cuir a grincé. Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Oncle Julien est un tyran. Et papy et mamie. Ils ont eu tort, eux aussi. Mais papy t'a dit de partir, a-t-elle reniflé. Il ne crie jamais sur oncle Julien. Même quand oncle Julien a cassé le vase à Noël dernier. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du fer. Elle l'avait remarqué. Bien sûr qu'elle l'avait remarqué. Les enfants voient tout. L'injustice n'était pas nouvelle. C'était le fondement sur lequel notre famille était construite. Je m'éloignais en voiture, mais mon esprit était ramené dans le passé. Je me souviens d'avoir eu 12 ans. Julien, qui en avait 16 à l'époque, lançait une balle de baseball dans la maison, malgré la règle stricte de maman. Il a manqué une réception et la balle a traversé la vitrine antique en verre. Quand papa est rentré, Julien n'a même pas scié. Il m'a pointé du doigt et a dit, c'est Owen qui l'a fait. Je lui ai dit d'arrêter, mais il n'a pas voulu écouter. J'ai essayé de me défendre. Je les ai suppliés de me croire, mais papa a juste enlevé sa ceinture. Il ne m'a pas fouetté pour le verre. Il m'a fouetté pour avoir menti et accusé mon frère. Julien se tenait en haut des escaliers, me regardant prendre la punition, souriant comme un requin. J'étais le bouc émissaire. Il était le fils préféré. C'était le contrat tacite. En grandissant, les enjeux sont devenus plus importants. Ce n'était plus seulement du verre brisé. C'était mon avenir. J'ai toujours été le plus studieux. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention et j'ai été accepté dans un prestigieux programme d'architecture. J'avais des rêves. Je voulais construire des gratte-ciel. Je voulais laisser une marque sur la ligne d'horizon. Mais la semaine avant l'échéance des frais de scolarité, mes parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Owen, avait dit papa, sans me regarder dans les yeux. Nous devons parler de ton fonds d'études. Je sais, avais-je dit avec empressement. J'ai la compte prêt grâce à mon travail d'été. J'ai juste besoin du chèque pour les frais de scolarité. L'argent n'est plus là, a interrompu maman, beurrant sa tartine comme si elle discutait de la météo. Quoi? Julien avait besoin de capital pour son projet d'entreprise, a dit papa, sa voix ferme, me défiant de le contester. Il a l'esprit d'entreprise, Owen. Il va rapporter des millions à cette famille. Nous avons transféré ton fonds sur son compte. Il en a plus besoin en ce moment. Toi. Tu es doué de tes mains. Tu devrais aller dans une école professionnelle. Deviens mécanicien ou constructeur. C'est un travail honnête et c'est moins cher. Ils ont volé mon avenir pour financer la première entreprise ratée de Julien. Une salle de sport haut de gamme qui a fermé en 6 mois parce qu'il a dépensé tout le budget en soirée marketing et a oublié d'acheter du matériel. Ils m'ont coupé les ailes pour qu'ils puissent prétendre voler. Et maintenant ils essayaient de faire la même chose à ma fille. Ils lui apprenaient que sa dignité importait moins que l'ego de Julien. J'ai regardé Mia. Elle s'était endormie, épuisée par le traumatisme. Sa joue était enflée là où le sucre en verre l'avait égratignée. Plus jamais ça. J'ai garé le camion sur le bord de la route. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. J'ai sorti mon téléphone. 15 appels manqués de maman. 3 textos de Julien.
J'ai ouvert la conversation de Julien. Tu es un tel lâche. Papa est furieux. Tu ferais mieux de faire demi-tour et de t'excuser auprès de lui et de moi tout de suite ou tu peux dire adieu à ton héritage. Ne sois pas idiot, Owen. L'héritage. L'argent. C'était la laisse qu'ils utilisaient toujours pour me ramener. Ils pensaient que la promesse d'un futur paiement me ferait ravaler ma fierté pour toujours. J'ai tapé une seule réponse. Mes pouces martelaient l'écran. Garde ton argent. J'ai quelque chose de plus précieux sur le siège passager. C'est fini entre nous. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je suis allé dans mes contacts. J'ai bloqué maman. J'ai bloqué papa. J'ai bloqué Julien. J'ai bloqué toutes les tantes et tous les cousins qui sont restés là à regarder ma fille saigner sans rien dire. J'ai jeté le téléphone sur le tableau de bord. Nous n'avions nulle part où aller à part notre petit appartement humide. Je ne savais pas comment j'allais expliquer ça à Mia quand elle se réveillerait. Je ne savais pas si mon salaire de construction serait suffisant pour lui payer un appareil dentaire ou l'université un jour. Mais en me réinsérant sur l'autoroute, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 34 ans. De la légèreté. Le poids de leurs attentes, de leur cruauté, de leur manipulation psychologique, tout avait disparu. J'étais pauvre. J'étais seul. Mais j'étais libre. Et j'allais construire une vie si solide qu'ils ne pourraient plus jamais la détruire. Les mois qui ont suivi ont été, franchement, un enfer sur terre. Mia et moi vivions dans un appartement en sous-sol en périphérie de la ville. Ça sentait le moisi et le chauffage cliquetaient comme un moteur mourant. Mais c'était à nous. Pour compenser le loyer et commencer à reconstituer un compte d'épargne pour l'avenir de Mia, j'ai travaillé comme une machine. Mes journées commençaient à 5 heures du matin sur le chantier. Je transportais du béton, posais des cloisons sèches et respirais de la poussière jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Mon corps me faisait constamment mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. À 17 heures, je pointais, je me dépêchais d'aller chercher Mia à son programme périscolaire, je lui préparais le dîner, je l'aidais avec ses devoirs et je la mettais au lit. Puis à 20 heures, une voisine venait s'occuper d'elle pendant que j'allais à mon deuxième travail. Je faisais la plonge chez Elena's Pâtisserie, la pâtisserie la plus chic de la ville. J'étais l'homme invisible là-bas. Je me tenais à l'évier du fond, frottant du caramel brûlé sur des plaques et grattant de la pâte dans des bols à mélanger jusqu'à ce que mes mains soient à vif et couvertes d'ampoules. Mais mes yeux observaient toujours. Je regardais les chefs pâtissiers mélanger la pâte. Je les regardais tempérer le chocolat et surtout, je les regardais échouer au niveau de la structure. Le chef pâtissier principal, un type nommé Marco, était un génie des saveurs mais un désastre architectural. Il essayait de construire des pièces montées imposantes, mais il ne comprenait pas la physique. Il ne comprenait pas les murs porteurs ou le centre de gravité. Je le voyais empiler des étages clairement instables, utilisant des goujons trop fins. La gravité ne fonctionne pas comme ça, me disais-je en frottant une casserole. Mais qui allait écouter le plongeur? Jusqu'à un samedi fatidique. C'était la plus grosse commande de l'année. La fille du maire se mariait et elle avait commandé une réplique de 1,50 mètres de haut de la tour Eiffel, entièrement faite de chocolat et de gâteaux. C'était un contrat à 5 chiffres. Le désastre a frappé à 9 heures du matin. Marco a glissé sur un sol mouillé et s'est cassé le poignet. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le chaos a éclaté dans la cuisine. Les sous-chefs paniquaient. Ils ont essayé d'assembler la tour en se basant sur le croquis de Marco, mais elle n'arrêtait pas de pencher. Les poutres en chocolat se cassaient sous le poids du gâteau éponge. Elena, la propriétaire, une femme italienne féroce et intimidante qui souriait rarement, faisait les 100 pas, l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. Nous sommes ruinés, marmonnait-elle en se tordant les mains. Le camion de livraison est là dans 3 heures. Nous ne pouvons pas envoyer ça. Ce tas d'ordures au maire. La cuisine était silencieuse, remplie seulement de l'odeur de la panique et du chocolat fondant. J'étais à l'évier, les coudes plongés dans l'eau savonneuse. J'ai regardé la tour pencher. Je savais exactement pourquoi elle s'effondrait. La base n'était pas renforcée. La répartition de la charge était complètement fausse. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier sale. J'ai fait un pas en avant. Madame Elena, ai-je dit. Ma voix était rauque par manque d'usage. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. L'un des sous-chefs a ricané. Retourne à ton évier, Owen.
On n'a pas besoin de vaisselle propre maintenant. On a besoin d'un miracle. Je peux le réparer, ai-je dit en l'ignorant. J'ai regardé Elena droit dans les yeux. Vous? Elena m'a regardé avec scepticisme. Elle a regardé mes bottes de construction, mes mains calleuses. Vous êtes le plongeur, Owen. J'étudiais l'architecture, ai-je dit fermement. Et je connais la construction. Votre problème n'est pas le chocolat. C'est la physique. Les supports internes sont mal placés. Le couple de torsion fait casser les poutres. Donnez-moi 2 heures. Je peux repenser la structure en utilisant des supports en sucre dur et redistribuer le poids. Peut-être que c'était le désespoir. Peut-être qu'elle a vu le feu dans mes yeux. Elena a hésité, puis a hoché la tête. Si vous le ruinez, vous êtes viré. Mais puisque nous sommes déjà morts. Allez-y, je me suis approché de la table de préparation. J'ai pris une grande inspiration. Soudain, la cuisine n'était plus une cuisine. C'était un chantier. Le chocolat n'était pas de la nourriture. C'était du béton. Le sucre était du verre. J'ai travaillé avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai fait fondre des bonbons durs pour créer des poutres en nid rigides. J'ai utilisé du chocolat tempéré comme matériau de soudure. J'ai calculé les angles. J'ai rasé des millimètres sur les couches de gâteau pour ajuster le centre de masse. Mes mains, rugueuses à force de porter des briques, se déplaçaient avec une délicatesse et une précision qui m'ont surpris moi-même. 2 heures plus tard, la tour Eiffel se tenait sur la table. 1,50 mètres de haut, parfaitement droite, structurellement saine. Je l'avais même saupoudrée de poussière de lustre doré pour qu'elle capte la lumière comme la vraie au coucher du soleil. J'ai reculé, essuyant la sueur de mon front. La cuisine était d'un silence de mort. Elena s'est approchée de la tour. Elle a tapoté l'un des pieds en chocolat. Il n'a pas bougé. C'était solide comme le roc. Elle s'est tournée vers moi lentement. Ses yeux s'embuaient. Owen, a-t-elle murmuré. Comment? Juste en équilibrant la charge, madame. J'ai haussé les épaules, retournant à ma pile de vaisselle sale. Je vais retourner à l'évier. Arrêtez, a ordonné Elena. Elle s'est approchée et a attrapé mon bras. Sa poigne était forte. Vous ne toucherez plus jamais à cet évier. Vous avez des mains en or, Owen. Ne les gaspillez pas à nettoyer les dégâts des autres. À partir d'aujourd'hui, vous construisez. Ce jour-là, mon salaire n'a pas seulement triplé. Ma vie a changé. Je n'étais plus seulement un ouvrier du bâtiment. J'étais un architecte de gâteaux. On dit que le succès est la meilleure des vengeances. Je ne suis pas d'accord. Un succès que personne ne connaît est satisfaisant, bien sûr. Mais un succès que vous construisez tranquillement, brique par brique, pendant que les gens qui ont parié contre vous s'effondrent lentement. Ce n'est pas seulement de la vengeance. C'est de la justice. 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer Owen le plongeur en une légende fantôme du monde culinaire. Si vous êtes une mariée en ville avec un budget illimité ou un PDG planifiant un gala qui doit faire la une du Times, vous n'appelez pas une pâtisserie. Vous appelez Mia's Structure. Nous n'avons pas de vitrine. Nous n'avons pas d'enseigne. Nous opérons depuis un entrepôt industriel reconverti dans le quartier des Arts. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un juste pour obtenir mon adresse email. Mon équipe est petite, juste nous 4. Moi, 2 sous-chefs que j'ai débauchés des meilleurs hôtels de la ville, et Léo, mon assistant, qui s'occupe de la partie commerciale pour que je puisse me concentrer sur l'architecture. Un mardi de fin octobre, j'étais au studio en train de travailler sur une commande pour un milliardaire de la tech. Il voulait un gâteau qui défiait la gravité, une cité flottante soutenue par lévitation magnétique et du sucre en verre structurel. C'était le genre de défi d'ingénierie qui faisait vibrer mon sang. J'étais sur une échelle, plaçant soigneusement une flèche en sucre éponge, quand Léo est entré. Léo est jeune, vif et habituellement imperturbable, mais aujourd'hui, il avait l'air hésitant. « Patron », a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. « Vous avez une visiteuse. » Elle n'avait pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est urgent. Elle dit qu'elle est de la famille. Ma main s'est figée en l'air. J'ai soigneusement posé la flèche en sucre sur le plateau. Je n'avais pas entendu ce mot dans ce bâtiment depuis 5 ans. Je n'ai pas de famille, Léo. Tu le sais.
Elle a dit que son nom est Sarah, a dit doucement Léo. Elle pleure, Owen. Sarah, la femme de Julian. J'ai essuyé la poussière de sucre de mes mains et je suis entré dans le bureau d'accueil. Sarah était assise sur le canapé en cuir, serrant un parapluie mouillé comme une bouée de sauvetage. Elle avait l'air terrible. La Sarah dont je me souvenais était une femme trophée impeccable de country club. Cette femme avait l'air hantée. Son manteau de créateur était effiloché au poignet et elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne portais pas de tablier. Je portais une chemise gris anthracite et un pantalon de tailleur. J'avais l'air du PDG que j'étais. Pas de l'échec en col bleu dont il se souvenait. Owen, a-t-elle soufflé. Mon Dieu, les rumeurs étaient vraies. C'est vraiment toi qui es derrière MIAS Structure. Bonjour, Sarah, ai-je dit, gardant mes distances. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Pourquoi es-tu ici? Je le quitte, a-t-elle lâché. Les larmes ont instantanément débordé de ses cils. J'ai demandé le divorce ce matin. J'ai pris les enfants et je suis parti. J'ai ressenti une lueur de sympathie, mais je l'ai étouffée. Je suis désolé d'entendre ça, mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec moi. Il va me détruire, Owen, a-t-elle dit, sa voix tremblant de panique. Julian, il se bat pour la garde exclusive. Pas parce qu'il aime les garçons. Il connaît à peine leurs anniversaires. Il veut la garde pour pouvoir contrôler mon fonds en fiducie. Il prétend que je suis mentalement instable. Il a engagé les requins les plus chers de la ville. Et tu veux de l'argent? Ai-je demandé en cherchant mon chéquier. Je peux aider avec les frais de justice, pour le bon vieux temps. Non. Elle a fouillé dans son grand sac fourre-tout et en a sorti un classeur épais et lourd. Elle l'a claqué sur mon bureau. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu l'enterres. J'ai regardé le classeur. Il était étiqueté, RD Construction, registres internes 2020 à 2025. Qu'est-ce que c'est? La preuve irréfutable, a murmuré Sarah. Tu sais que l'entreprise de ton père est en difficulté, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'ils perdent de l'argent à flot. Ils sont à quelques semaines de déclarer faillite. J'ai hoché la tête. Je le savais. J'avais observé la chute de la valeur de leurs actions pendant des mois. C'était mon rituel matinal, café et regarder l'héritage de mon père brûler. Julian a blâmé le marché, a dit Sarah, sa voix se durcissant. Il blâme l'économie, les syndicats, la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est lui, Owen. Ça a toujours été lui. J'ai ouvert le classeur. C'était une expertise comptable des 5 dernières années. Mes yeux ont balayé les colonnes. C'était pire que ce que je pensais. C'était un massacre. Il y avait des retraits pour des honoraires de consultation à des sociétés écrans enregistrées aux îles Caïmans. Il y avait des dépenses de cartes de crédit d'entreprise pour des voyages à Vegas, des bijouteries et des leasings de voitures de luxe, toutes marquées comme des frais professionnels. Il a détourné des fonds, ai-je dit, la réalisation s'installant dans mon estomac comme du plomb froid. Il a volé papa. Est-ce que papa le sait? Robert pense que Julian est un génie qui traverse juste une mauvaise passe, a ricané amèrement Sarah. Ton père a cédé la procuration à Julian il y a 2 ans quand il a eu ce léger AVC. Il ne vérifie plus les comptes. Il fait confiance à son fils préféré. Elle a pointé un chiffre en bas de la page. 3,5 millions de dollars, a dit Sarah. C'est ce qu'il a siphonné. Ça inclut le fonds de pension des employés et la valeur nette de la maison de tes parents. Tout est parti, Owen. Il l'a joué. Crypto, paris sportif, tout y est passé. J'ai fermé le classeur. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une étrange adrénaline froide. Pourquoi m'apporter ça, ai-je demandé. Pourquoi pas à la police? Parce que si je vais à la police, les actifs sont gelés. Les avocats prennent des années. J'ai besoin qu'ils soient arrêtés maintenant, a dit Sarah. Et parce que je sais ce qu'ils font demain. Elle s'est penchée, ses yeux intenses. Ils vendent l'entreprise. Ou essaient de le faire. Ils rencontrent une société de capital investissement appelée OM Holdings demain matin à 9h. Ils sont désespérés de vendre une participation majoritaire pour obtenir une injection de liquidité afin de couvrir la fraude sur les salaires avant que les auditeurs n'arrivent la semaine prochaine. Je suis resté silencieux.
OM Holdings, a répété Sarah. Elle a regardé mon studio, les récompenses sur l'étagère, la photo de Mia et moi sur mon bureau. Owen et Mia. C'est toi, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai pris le téléphone sur mon bureau et j'ai composé le poste de Léo. Léo, ai-je dit, ma voix stable. Appelle notre équipe juridique. Dis-leur de préparer les documents d'acquisition pour RD Construction et dis-leur que je dirigerai la réunion personnellement demain. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah. Tu auras ta garde, lui ai-je dit. Et Julien ne perdra pas seulement sa femme. Demain, il perd son royaume. Sarah a laissé échapper un sanglot de soulagement, se couvrant le visage de ses mains. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans mon bureau, regardant l'épreuve. J'ai pensé au gâteau d'anniversaire. J'ai pensé à la bague claquant sur la table. J'ai pensé à Mia demandant si elle était une mauvaise fille. Je n'allais pas seulement acheter une entreprise. J'allais pratiquer un exorcisme. Le matin de la réunion, le ciel était d'un violet contusionné, lourd de pluie. Ça semblait approprié. Je me tenais devant mon miroir en pied. Pendant 5 ans, je m'étais habillé pour le confort et l'utilité. Aujourd'hui, je m'habillais pour la guerre. J'ai enfilé un costume 3 pièces sur mesure, bleu nuit, le genre de tissu qui absorbe la lumière. J'ai attaché une montre en platine à mon poignet, une Patek Philippe qui coûtait plus cher que la maison dans laquelle j'ai grandi. J'ai peigné mes cheveux en arrière, révélant les cheveux gris qui avaient commencé à toucher mes tempes. Je ne ressemblais plus au gamin doux et potelé qui faisait des biscuits. Je ressemblais à un homme qui signait des chèques capables d'acheter et de vendre des âmes. Papa. Je me suis retourné. Mia se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Elle avait 15 ans maintenant, grande et gracieuse, portant son uniforme scolaire. Elle tenait un mug de voyage de café. Tu as l'air effrayant, a-t-elle dit, à moitié en plaisantant, mais ses yeux étaient sérieux. C'est aujourd'hui le jour? J'ai pris le café de ses mains. Ouais, ma chérie. C'est aujourd'hui le jour. Tu vas leur faire du mal, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit doucement. Je vais juste leur montrer le miroir. Ce qu'ils y verront, c'est leur problème. Elle m'a serré dans ses bras. Bonne chance. Assure-toi d'avoir un reçu. Je me suis rendu seul au siège de RD Construction. Pas de chauffeur. Je voulais sentir le volant entre mes mains. Le bâtiment n'était que l'ombre de lui-même. Le paysage était mort. Le logo sur l'enseigne était délavé. En entrant dans le hall, la réceptionniste, une intérimaire qui ne me connaissait pas, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Réunion pour OM Holdings, ai-je dit. Salle du conseil, dernier étage, a-t-elle marmonné en désignant l'ascenseur. Le trajet en ascenseur a été les 30 secondes les plus longues de ma vie. Chaque indicateur d'étage qui s'allumait ressemblait à un compte à rebours. Digne. Les portes se sont ouvertes. J'ai marché dans le couloir. Je pouvais entendre des voix de l'intérieur de la salle du conseil. La voix de mon père. Arrête de faire les 100 pas, Julien. Ils seront là. Ils doivent l'être. L'email disait 9 heures précises. Je n'aime tout simplement pas traiter avec ces investisseurs de l'ombre, se plaignit la voix de Julien. Pourquoi n'enverrait-il pas de nom? Qui est ce type d'OM, de toute façon? On s'en fiche, dit la voix de ma mère. Tant que le chèque passe. Julien, arrange juste ta cravate. On dirait que tu as dormi dans une benne à ordures. J'ai ajusté mes poignets. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé les doubles portes en chaîne. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant. 3 têtes se tournèrent brusquement vers moi. La salle du conseil était sombre, éclairée uniquement par la lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres striées de pluie. La longue table en acajou était éraflée et poussiéreuse. Au fond, siégeait le triumvirat de mon traumatisme, Robert, Suzanne et Julien. Pendant 10 bonnes secondes, personne ne parla. Ils plissèrent les yeux vers moi. La silhouette d'un homme en costume de pouvoir debout dans l'embrasure de la porte ne correspondait pas à leur souvenir d'Owen, le raté. Julien rompit le silence. Il ne m'avait pas reconnu. Finalement, il souffla, levant les mains. Vous devez être le représentant d'OM Holdings. Vous êtes en retard. Nous avons un emploi du temps à respecter. Je n'ai pas dit un mot.
Je suis entré dans la pièce, les talons de mes chaussures en cuir italien claquant rythmiquement sur le parquet. Clic, clic, clic. J'ai dépassé les chaises vides. J'ai dépassé Julien, sentant l'odeur distincte de vodka rassis et de pastilles à la menthe. J'ai dépassé ma mère, qui fixait ma montre avec un froncement de sourcils confus. Je me suis dirigé directement vers le bout de la table, à l'opposé de mon père. J'ai tiré la chaise, je me suis assis et j'ai posé le classeur épais de Sarah sur la table. C'est seulement alors que j'ai levé les yeux. Mon père me fixait. Sa bouche était légèrement ouverte. Ses yeux parcouraient mon visage, essayant de réconcilier l'image. « Owen » murmura-t-il. C'est sorti comme une question, faible et terrifiée. Julien se retourna sur sa chaise. « Quoi, Owen ?» Il plissa les yeux, puis laissa échapper un rire rauque et aboyant. « Putain de merde. C'est Owen. » Le choc sur son visage se transforma instantanément en un mépris ricanant. C'était un réflexe pour lui. Waouh. Julien applaudit lentement, sarcastiquement. Regarde-toi en train de jouer à te déguiser. Tu as trouvé un travail comme chauffeur pour les investisseurs? C'est ça? Tu es là pour aller chercher le café avant que les vrais hommes d'affaires n'arrivent. Owen, gronda ma mère, sa voix retrouvant son rythme strident habituel. Tu ne peux pas être ici. Nous sommes en pleine crise. Nous attendons les propriétaires d'OM Holdings. S'ils te voient ici. Honnêtement, n'as-tu aucune honte? Je me suis adossé à la chaise, posant mes coudes sur les accoudoirs. J'ai entrelacé mes doigts. Je ne suis pas le chauffeur, ai-je dit. Ma voix était calme, profonde et remplissait la pièce sans crier. Et je ne suis pas en retard. Il est 9h01. Sors, claqua Julien la main sur la table. Je ne suis pas d'humeur pour ta petite tournée de retrouvailles. Sécurité. Il n'y a pas de sécurité, ai-je dit simplement. Vous les avez licenciés la semaine dernière pour économiser de l'argent. Tu te souviens. Julien se figea. Et vous pouvez arrêter d'attendre OM Holdings, ai-je continué, fixant mon père dans les yeux. Vous l'avez en face de vous. Quoi, croassa mon père. OM, ai-je articulé clairement. Owen et Mia. Pensiez-vous vraiment que c'était une coïncidence? C'est impossible, balbutia ma mère, serrant ses perles. Tu fais des gâteaux. Tu vis dans un sous-sol. Tu n'as pas d'argent. J'ai assez d'argent pour acheter ce bâtiment, le brûler et le reconstruire juste pour le plaisir, ai-je dit froidement. Pendant que votre fils était occupé à vous ruiner, je construisais un empire. Mon salaire n'est plus payé par papa, Julien. Je signe mes propres chèques. Le visage de Julien devint d'un rouge violent. Tu mens. Tu bluffes. Tu as probablement loué ce costume. Tu es juste là pour jubiler parce que tu as entendu que nous traversions une mauvaise passe. Une mauvaise passe? J'ai haussé un sourcil. C'est comme ça que vous appelez ça? J'ai attrapé le classeur. Je suis ici pour faire une offre, ai-je dit. J'achèterai 100% des actifs de RD Construction. J'injecterai le capital nécessaire pour sauver l'entreprise de l'insolvabilité. Je garantirai que les 200 employés, des gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie, ne perdront pas leur emploi et leur pension. Tu ferais ça? Les yeux de mon père s'emplirent de larmes. L'espoir. Il voyait une bouée de sauvetage. Owen, mon fils, je le savais. Je savais que tu te souciais de l'héritage familial. Mais je l'ai interrompu, ma voix s'aiguisant comme une lame de couteau. Il y a des conditions. N'importe quoi, dit papa, désespéré. N'importe quoi. Condition numéro 1, ai-je dit. Je veux parler du gâteau. Le gâteau? Julien avait l'air confus. Quel gâteau? Le gâteau du 10e anniversaire de Mia, ai-je dit. Celui que tu as détruit. Celui dont tu as ri. Oh, pour l'amour de Dieu. Julien leva les yeux au ciel. Tu es sérieusement encore en train de ressasser ça? C'était il y a 5 ans. C'était une blague. Passe à autre chose, petite mauviette. Je me suis levé. J'ai pris le lourd classeur de preuves. Je me suis dirigé vers l'endroit où mon père était assis. Je l'ai dominé. Tu as claqué ta bague sur la table, ai-je dit doucement à mon père.
Tu te souviens? Tu as claqué ta bague et tu m'as dit que j'étais mesquin. Tu m'as dit de sortir. Owen, s'il te plaît, gémit papa, reculant. J'ai levé le classeur au-dessus de ma tête. Ceci est ma bague, ai-je murmuré. Wham! J'ai claqué le classeur sur la table avec chaque once de force que j'avais. Le son était comme un coup de feu. Le bois de la table s'est réellement fissuré. Ma mère a crié. Julien a sursauté. Lisez-le, ai-je rugi. Mon père, tremblant comme une feuille, a ouvert le classeur. Qu'est-ce que c'est, Altateil? Ça, ai-je dit, pointant un doigt vers Julien, c'est la preuve que votre fils préféré est un voleur. Regarde la page 10, papa. Regarde les retraits. Les yeux de mon père ont balayé la page. 300 000 $ à une société écran. 50 000 $ pour un bateau. Il a tout volé, ai-je dit sans pitié. Les fonds d'études de ses propres enfants. Parti. Votre retraite. Parti. Les paiements hypothécaires. Détournés. Il n'a pas seulement échoué, papa. Il vous a volé à l'aveuglette. Mon père leva les yeux vers Julien. La trahison dans ses yeux était absolue. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Julien reculait, son visage pâle comme la mort. Papa, écoute. C'est compliqué. Le marché était difficile. J'ai juste emprunté. J'allais le rembourser. Tu as volé ma vie, a crié papa, se levant et attrapant Julien par les revers. Je t'ai fait confiance. Je t'ai tout donné. Asseyez-vous, ai-je commandé. Ils se sont tous les deux figés. L'autorité dans ma voix était indéniable. Ils se sont assis. Voici l'offre, ai-je dit en lissant ma veste. J'achète l'entreprise, mais le conseil d'administration est dissous immédiatement. Toi, papa, toi, maman, et toi, Julien, vous êtes tous licenciés aujourd'hui, maintenant. Le silence qui a suivi mon ultimatum était lourd, suffocant. C'était le son de 3 mondes qui s'effondraient en même temps. Julien a été le premier à craquer. L'arrogance, le ricanement, le personnage du fils préféré. Tout s'est évaporé. Ce qui restait était un homme terrifié et pathétique. Il ne s'est pas seulement levé. Il est tombé à genoux. Il a littéralement rampé autour de la table vers moi, son pantalon chair glissant sur le sol sale. Owen, Owen, s'il te plaît, a-t-il balbutié, cherchant ma main. Je l'ai retiré avec dégoût. Tu ne peux pas faire ça. Sarah. Elle a demandé le divorce. Elle est au courant pour l'argent. Si je perds ce travail, si je perds la protection de l'entreprise, elle m'enverra en prison. Owen, j'irai en prison. Pense à mes enfants. J'ai baissé les yeux sur lui. J'ai essayé de trouver une once de pitié dans mon cœur. Je l'ai vraiment fait, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de Mia couvert de glaçage, ses yeux fermés et enflés. Tes enfants? Ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Tu veux dire les enfants dont tu as sniffé les fonds d'études et que tu as joué à Vegas? Je pense à eux, Julien. C'est pourquoi je reprends l'entreprise, pour m'assurer qu'il reste quelque chose pour payer leur thérapie. Nous sommes frères, a-t-il gémi, s'agrippant à ma jambe de pantalon. Les liens du sang sont plus forts que tout. Arrête, ai-je dit. N'utilise pas ce mot. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu as décidé que la douleur de ma fille était ton divertissement. Ma mère s'est mise à pleurer. Ces pleurs victimaires et instrumentalisés qu'elle avait perfectionnés pendant 40 ans. Owen, a-t-elle sangloté. Comment peux-tu être si froid? Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Tu ne peux pas simplement nous licencier. Tu ne peux pas nous chasser de notre propre entreprise. Que diront les voisins? Que ferons-nous? Je me suis tourné vers elle. Vous survivrez, maman, tout comme je l'ai fait. Vous avez une maison? Eh bien, en fait, la banque en possède la plus grande partie maintenant, grâce à Julien. Mais si vous la vendez rapidement, vous pourriez repartir avec assez pour louer un petit appartement. Peut-être que vous pouvez trouver un travail. Walmart embauche des agents d'accueil. Un travail, a-t-elle haleté, se tenant la poitrine comme si je lui avais tiré dessus. J'ai 62 ans. Et j'en avais 29 quand vous m'avez jeté à la rue avec une enfant de 10 ans, lui ai-je rappelé.
J'ai eu 3 emplois. Vous pouvez en gérer un. Mon père n'avait pas parlé depuis la lecture du registre. Il était affalé sur sa chaise, fixant la table. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que toute sa vie était un mensonge. Il a lentement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. J'ai fait une erreur, a-t-il murmuré. Tu as fait beaucoup d'erreurs, Robert, ai-je dit. Non. Il a secoué la tête. J'ai misé sur le mauvais cheval. Je pensais que Julien était le plus fort. Je pensais que tu étais faible. Mais je me suis trompé. Toi. Tu es celui qui a construit quelque chose. Tu es l'homme que je voulais qu'il soit. Il a tendu une main tremblante à travers la table. Mon fils, pouvons-nous arranger ça, s'il te plaît? Je veux connaître ma petite fille. Je veux voir Mia. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, j'ai senti une attraction. Le petit garçon en moi qui voulait juste que son père soit fier. Il voulait dire oui. Mais ensuite, je me suis souvenu des 5 dernières années. Je me suis souvenu de chaque anniversaire qu'il a manqué. Je me suis souvenu de chaque fois que Mia demandait pourquoi papy ne l'aimait pas, non, ai-je dit fermement. Mon père a tressailli. Mia est heureuse, lui ai-je dit. Elle est gentille. Elle est brillante et elle est en sécurité. Et elle le reste parce que vous n'êtes pas dans sa vie. J'ai fait signe à Léo, qui se tenait silencieusement près de la porte. Il a placé 3 contrats de licenciement et l'accord d'achat sur la table. Voici l'accord, ai-je dit en me levant pour boutonner ma veste. Vous signez ça. Je prends l'entreprise. Je paie les dettes immédiates pour que vous ne soyez pas arrêté pour fraude aujourd'hui. Mais vous partez sans rien. Pas de parachute doré, pas de voiture de société, rien. Et si nous ne signons pas, a demandé Julien en s'essuyant le nez. Alors je sors par cette porte, ai-je dit. J'appelle la SEC et l'IRS en allant à l'ascenseur, et à l'heure du dîner, ce bâtiment sera saisi, et toi, Julien, tu seras menotté. Le stylo tremblait dans la main de mon père, mais il savait que c'était fini. Il a signé. Ma mère a signé en pleurant. Julien a signé, fixant le sol. J'ai ramassé les papiers. J'ai vérifié les signatures. Tout était en ordre. Vous avez 1 heure, ai-je dit en vérifiant ma Patek Philippe. Prenez uniquement vos effets personnels. La sécurité vous escortera à la sortie. Je me suis tourné sur mes talons et j'ai marché vers la porte. Owen a appelé papa. Sa voix s'est brisée. Je t'aime. Je me suis arrêté à la porte. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas, je sais, ai-je dit. Mais tu l'aimais plus, et ça a un prix. Je suis sorti de la salle du conseil. J'ai dépassé la réceptionniste. Je suis sorti sous la pluie, mais je n'avais pas froid. Je sentais une chaleur se répandre dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Mia. Salut, papa, a-t-elle répondu au premier coup de fil. C'est fait? C'est fait, ma chérie, ai-je dit, laissant échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 5 ans. C'est enfin fait. Ça va, a-t-elle demandé. Ouais. J'ai souri, regardant le ciel gris qui commençait à s'éclaircir. Je vais mieux que bien. Je suis libre. Allume le four, ma puce. Je rentre à la maison pour faire un gâteau. Cela fait exactement 365 jours que je suis sorti de cette salle de conseil sous la pluie. Une année complète depuis que j'ai retiré le cancer de ma vie. Les gens me demandent souvent si je le regrette. Ils demandent s'il me manque. Dans les films, c'est la partie où le protagoniste regarde par une fenêtre pluvieuse, faisant tourner un verre de whisky, ressentant un vide profond et douloureux là où se trouvait sa famille. Mais ce n'est pas un film. C'est ma vie. Et la vérité, c'est que je ne ressens pas de vide. Je ressens du soulagement. C'est comme lorsqu'un bruit de fond bourdonnant qui a été présent dans votre vie pendant 30 ans s'arrête soudainement et que vous réalisez enfin à quoi ressemble le vrai silence. Il ressemble à la paix. J'ai tenu parole. J'ai acheté les actifs de l'entreprise, les renommés OM Sustainable Living, et j'ai complètement éradiqué la culture toxique que mon frère avait installée. J'ai réembauché le contremaître que Julien avait licencié. J'ai instauré un modèle de participation aux bénéfices pour les travailleurs. Il s'avère que lorsque vous traitez les gens avec dignité plutôt que de les traiter comme des serviteurs, les affaires prospèrent.
Nous prévoyons de doubler nos bénéfices d'ici la fin de ce trimestre. Mais ça, ce sont les affaires. La vraie victoire était à la maison. Je n'ai pas parlé à mes parents ou à Julien depuis ce jour. Je bloque leurs numéros, leurs emails et même leurs comptes sur les réseaux sociaux. Cependant, Sarah, l'ex-femme de Julien, me donne occasionnellement des nouvelles lorsque nous nous rencontrons pour un café. Les retombées pour eux ont été rapides et brutales. Sans la carte de crédit de l'entreprise et le siphonnage des fonds détournés, le style de vie de Julien s'est effondré en quelques semaines. Sarah m'a dit qu'il a essayé de garder les apparences pendant un certain temps, payant des tournées avec des cartes de crédit à leur maximum, mais la réalité a fini par frapper à sa porte. Il vit actuellement dans un studio au-dessus d'un garage dans un quartier malfamé. Il travaille comme vendeur dans un concessionnaire de voitures d'occasion. Apparemment, il dit à quiconque veut bien l'écouter qu'il a été victime d'une OPA hostile de la part d'un frère jaloux. Il porte toujours ses vieux costumes italiens, même s'il s'effiloche aux coutures. C'est un roi sans royaume, régnant sur un parking de berline rouillé. Quant à mes parents, ils ont vendu la grande maison. Ils ont dû le faire après avoir remboursé les dettes que Julien leur avait laissées. Il ne restait pas grand-chose. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres dans une communauté de retraités à environ 1 heure de route. C'est un endroit assez agréable, mais c'est petit. Il n'y a pas de grand jardin pour les fêtes. Il n'y a pas de statue à faire valoir auprès des voisins. Juste 2 personnes âgées assises dans une petite pièce se demandant où tout a mal tourné. Je me demande parfois s'ils en veulent à Julien. Sarah dit qu'ils le font, à voix basse, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Ma mère lui apporterait encore des plats cuisinés et ferait sa lessive le week-end, le soutenant même alors qu'il les entraîne vers le bas. Certains cycles sont incassables, à moins que vous ne soyez celui qui sort de la roue. J'ai choisi de sortir. La semaine dernière, j'ai rencontré Sarah dans un parc du centre-ville. Son divorce était finalisé et elle avait l'air d'avoir 5 ans de moins. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient estompées. Il a signé les papiers, m'a-t-elle dit en me tendant un café. J'ai obtenu la garde exclusive. Il a des visites supervisées 2 fois par mois, mais honnêtement, il se présente rarement. Il dit que son emploi du temps professionnel est trop chargé. Il vend des Civics, Sarah, ai-je ri. Ce n'est pas exactement Wall Street. Je sais, a-t-elle souri. Mais merci, Owen, pour tout. Les preuves de l'expertise comptable que tu m'as donnée. Ça nous a sauvés. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe épaisse. J'ai quelque chose pour toi, ou plutôt pour les garçons. Sarah l'a ouverte. C'était un document de fiducie. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé en parcourant les pages. Ses yeux se sont écarquillés. Owen, se montant. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas pour toi, ai-je dit fermement. C'est pour mes neveux. C'est une fiducie irrévocable pour leur éducation. Julien a volé leur avenir pour payer ses erreurs. Je le leur rends. Mais il y a une clause stricte. Julien ne peut pas en toucher un centime. Pas pour la gestion, pas pour les investissements, rien. L'argent va directement aux écoles ou aux garçons quand ils auront 25 ans. Sarah s'est mise à pleurer, là, au milieu du parc. Pourquoi, après tout ce qu'il t'a fait? Parce que ce sont des enfants, Sarah, ai-je dit en regardant les enfants jouer sur la balançoire à proximité. Ils sont innocents. J'étais le bouc émissaire et Julien était le fils préféré. Et regarde à quel point nous sommes tous les deux devenus tordus. Je veux briser le cycle. Je veux que tes garçons sachent que quelqu'un dans cette famille les soutient, même si leur père ne le fait pas, faire ça m'a procuré plus de bien que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu exercer personnellement sur Julien. La meilleure vengeance contre un narcissique n'est pas de lui faire du mal. C'est de le rendre insignifiant pendant que vous réussissez et aider les personnes qu'il a négligées. Mais le véritable point culminant de mon année n'a été ni les affaires ni la charité. C'était hier. Mia a eu 16 ans. En Amérique, le « Sweet 16 » est un rite de passage. Il signifie la transition de la fillette à la jeune femme. Pour Mia et moi, il portait un poids plus lourd. C'était l'anniversaire du désastre. Il y a 6 ans, son anniversaire a été le pire jour de sa vie. Je voulais que celui-ci soit le meilleur. Nous n'avons pas invité de famille. Nous avons invité sa famille choisie. Ses amis du club d'art, le personnel de la pâtisserie qu'il avait vu grandir, Sarah et ses garçons, et Léo. J'ai loué le jardin sur le toit du musée d'art de la ville.
C'était une soirée claire et fraîche. Nous avons tendu des milliers de guirlandes lumineuses à travers la pergola, si bien qu'on avait l'impression d'être à l'intérieur d'une galaxie. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin. Et puis il y avait le gâteau. J'ai passé une semaine à le concevoir. Je ne voulais pas d'un château cette fois. Les châteaux sont pour les contes de fées. Et nous vivions dans la réalité, une belle et dure réalité. Le gâteau était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, 4 étages suspendus par un système de porte-à-faux interne, de sorte qu'ils semblaient flotter dans les airs, déconnectés les uns des autres. Il était décoré de panneaux d'aquarelle comestibles peints à la main représentant le ciel nocturne, passant du crépuscule en bas à un minuit étoilé en haut. Et au centre, au lieu d'une maison en sucre, j'ai placé une seule fleur de lotus parfaite en sucre de verre, en pleine floraison. Le lotus pousse dans la boue mais s'élève au-dessus de la surface pour fleurir, remarquablement beau. C'était un symbole de sa résilience. Quand je l'ai fait rouler, le brouhaha s'est arrêté. Les invités ont eu le souffle coupé, mais je ne regardais que Mia. Elle portait une robe argentée qui captait la lumière, ressemblant plus à sa mère que je ne l'avais jamais vue. Elle a couvert sa bouche avec ses mains. Ses yeux n'étaient pas remplis de la terreur du glaçage et du verre comme il y a 6 ans. Ils étaient remplis de larmes de pure joie. « Papa » a-t-elle murmuré. « Il flotte. »« Oui » ai-je dit en me tenant à côté d'elle. « Fais un vœu, ma chérie. » Elle a regardé le gâteau. Elle m'a regardé. Elle a regardé les amis qui l'entouraient, qui l'aimaient pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait leur donner. « Je n'ai pas besoin de souhaiter quoi que ce soit » a-t-elle dit, sa voix forte et claire. « J'ai tout ce que je veux. » Elle a soufflé les 16 bougies argentées. La foule a applaudi. Il n'y avait pas donc livre pour gâcher le moment. Il n'y avait pas de grand-mère critique essuyant de la poussière invisible sur un costume. Il y avait juste de l'amour, un amour sûr et inconditionnel. Plus tard dans la nuit, alors que la fête se terminait, Mia et moi nous sommes assis sur le bord du toit, balançant nos pieds et regardant les lumières de la ville. Nous mangions des parts du gâteau flottant dans des assiettes en carton. « Et, papa » a-t-elle dit, léchant le glaçage bleu de sa fourchette. « Ouais, ma puce. Tu penses à eux. » Elle n'a pas eu besoin de préciser qui. J'ai pris un moment pour répondre. Parfois. Je pense à quel point c'est triste. Ils avaient tout. Ils avaient une famille qui les aimait. Ils avaient de l'argent. Ils avaient la santé. Et ils ont tout jeté parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter de rivaliser les uns avec les autres. Mia a posé sa tête sur mon épaule. Je suis contente que tu nous aies sortis de là. Je me souviens d'avoir eu peur tout le temps quand on allait chez mamie. J'avais l'impression de devoir être parfaite ou il ne m'aimerait pas, tu n'as jamais à être parfaite pour moi. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Tu dois juste être toi. Tu sais, a-t-elle dit pensivement. Oncle Julien disait que tu étais faible parce que tu aimais faire de la pâtisserie. Il disait que c'était un travail de femme. J'ai ri. Il a dit ça, en effet. Eh bien, Mia a fait un geste vers la ligne d'horizon, vers la ville où mon entreprise construisait actuellement 3 projets de logement durable, et vers le toit sur lequel nous étions assis. Il vend des voitures d'occasion et toi, tu as construit un gâteau flottant et acheté son entreprise. Alors, je suppose qu'il s'est trompé sur ce qui rend un homme fort. La force ne réside pas dans le volume de tes cris ou la dureté de tes coups, lui ai-je dit, sentant une boule dans ma gorge. La force, c'est ce que tu peux construire à partir des décombres. La force, c'est de protéger les gens que tu aimes. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un numéro bloqué, mais la transcription du message vocal est apparue à l'écran. C'était de ma mère. Owen, c'est maman. C'est l'anniversaire de Mia, n'est-ce pas? Je voulais juste dire que vous nous manquez. Ton père ne va pas bien. Sa tension est élevée. Julien demande encore de l'argent. Nous sommes juste si fatigués, Owen. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous sommes une famille. J'ai lu le texto. J'ai regardé Mia, heureuse et en sécurité sur mon épaule. J'ai regardé la paix que nous avions construite. C'est qui? A demandé Mia. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Personne, ai-je dit. J'ai supprimé le message vocal. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai juste ressenti une confirmation silencieuse que j'avais fait le bon choix.
prête à rentrer à la maison, ai-je demandé. Ouais, a souri Mia. Rentrons à la maison. Nous sommes rentrés à la maison les fenêtres baissées, l'air frais de la nuit remplissant la voiture. En naviguant dans les rues de la ville que j'aidais maintenant à façonner, j'ai commencé à penser au concept de « l'enfant chéri ». Pendant des années, j'ai envié Julien. Je voulais être lui. Je voulais les louanges, le chemin facile, l'approbation inconditionnelle de mes parents. Je pensais qu'il était le chanceux. Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé qu'être le fils préféré était une malédiction déguisée en bénédiction. Parce qu'il n'a jamais été tenu pour responsable. Il n'a jamais appris à grandir. Parce qu'il a toujours été secouru. Il n'a jamais appris à nager. Mes parents n'ont pas élevé un leader. Ils ont élevé un. Ils ont retardé sa croissance émotionnelle avec leur complaisance, aussi efficacement que s'ils lui avaient cassé les jambes. Et être le bouc émissaire, être celui qui était blâmé, ignoré et mis de côté, c'était douloureux. Cela a laissé des cicatrices que je porterai pour le reste de ma vie. Mais ces cicatrices sont aussi mon armure. La négligence m'a forcé à être indépendant. La critique m'a forcé à être un perfectionniste. Le manque de soutien m'a forcé à construire mes propres fondations. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui à cause de ce qu'ils m'ont fait. Pas en dépit de cela. Ils ont essayé de m'enterrer, mais ils ne savaient pas que j'étais une graine. Je sais qu'il y a des milliers d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce moment et qui vous sentez comme moi. Peut-être que vous êtes le mouton noir de votre famille. Peut-être que vous avez un frère ou une sœur qui ne peut rien faire de mal tandis que vous êtes critiqué pour avoir respiré trop fort. Peut-être que vous vous accrochez à une relation toxique parce qu'on vous a dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai mis 34 ans à apprendre. La citation complète est en fait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Cela signifie que les liens que vous choisissez de créer avec des amis, avec des partenaires, avec les gens qui sont réellement là pour vous, sont plus forts que les liens de la biologie. L'ADN n'est qu'un billet de loterie. Il ne donne à personne le droit de vous maltraiter. Il ne donne à personne un laissez-passer à vie pour manquer de respect à vos limites ou blesser vos enfants. Je pensais que les couper de ma vie me tueraient. Je pensais que je mourrais de solitude, mais le contraire s'est produit. J'ai pris vie. Je regarde ma vie maintenant. J'ai Mia, qui devient une jeune femme compatissante et brillante. J'ai une entreprise que j'ai construite de mes propres mains, basée sur l'intégrité et le travail acharné. J'ai des amis qui laisseraient tout tomber pour m'aider si je les appelais à 3 heures du matin. Je n'ai pas de photo de famille parfaite à mettre sur la cheminée, mais j'ai la paix quand je pose ma tête sur l'oreiller la nuit.